Bonjour à tous. Premièrement, merci aux organisateurs de me donner la chance de présenter ici aujourd'hui. Comme les présentateurs qui sont passés avant, mais je me fais le porte-parole d'une équipe. Spécifiquement aujourd'hui, je vous présente des travaux qui ont été en grande partie faits par Simon Nadeau, qui est agent de recherche à l'UQAT, et puis le coordonnateur des projets à l'UQAT, qui est Vincent Cloutier. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui a été financé par la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un projet de recherche en lien avec l'eau souterraine qui est fortement appuyé sur les projets PACES, mais ce n'est pas spécifiquement les projets PACES de l'Abitibi. Et puis, ce que je souhaite discuter, c'est vraiment des façons d'utiliser des données hydrogéologiques quantitatives par les gens qui sont responsables de la gestion du territoire, toujours dans une optique de protéger l'eau souterraine. Donc, il y a beaucoup d'aspects techniques qui vont être traités soit très rapidement ou uniquement survolés. Mais si vous avez des questions sur les aspects plus quantitatifs, on pourra y revenir plus tard après la présentation. Donc, il y a 4 grands volets qui vont être traités dans le cadre de la présentation, ce qui va nous permettre de déjà mettre en contexte les travaux qui ont été réalisés en lien avec les projets PACES. Je vais passer un petit peu de temps sur les efforts de cartographie régionale qui ont été faits pour améliorer la connaissance du territoire. Je vais passer l'essentiel du temps sur l'intégration et synthèse et puis notamment sur la définition d'indices régionaux qui, selon nous, pourraient servir à appuyer des décisions de gestion du territoire pour finalement finir avec des conclusions et ouvertures qui vont être prises dans une perspective beaucoup plus large que simplement l'étude que je vous présente aujourd'hui, mais plutôt dans une perspective de transfert des connaissances hydrogéologiques. Donc, pour commencer avec le point 1, la région d'études qui a été couverte dans le cadre du projet que je vous présente aujourd'hui, ça fait environ 40 000 km². Donc, c'est l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, une particularité, c'est le contexte de réalisation des projets PACES AT1 que vous voyez en rouge ici, et puis PACES AT2 que vous voyez en vert, avec les échéanciers respectifs qui sont rapportés ici. De façon simplifiée, ce que ça a permis, c'est le fait d'avoir la réalisation des PACES en région, ça a permis d'avoir un effet de levier qui était significatif pour le projet qui est amené pour la conférence régionale des élus. Les PACES, ça a permis non seulement de faire de l'acquisition de données hydrogéologiques en région, mais aussi d'avoir une équipe spécialisée en hydrogéologie qui est présente en région. Donc, c'est peut-être une des retombées parallèles des PACES de pouvoir faire des projets à l'échelle régionale pour des coûts qui sont moindres que ce qui est généralement associé aux PACES. Donc, le projet qui est amené pour la conférence régionale des élus, ça visait spécifiquement les escarres et moraines de la région. Donc, ce que vous voyez ici du côté droit, c'est un bloc diagramme qui montre la position d'un escarre, disons, à l'échelle locale, qui est mise en contexte dans l'environnement hydrogéologique de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous avez l'escarre ici que vous voyez en couleur orangée, qui est bordé sur ses flancs par des sédiments plus fins, et puis par des dépôts argileux de la plaine argileuse qui est présente sur la vaste majorité du territoire, avec par endroits des milieux humides qui sont développés sur les flancs des escarres, et puis l'ensemble des dépôts meubles qui peuvent reposer soit sur un til plus ancien ou directement sur le socle rocheux. D'un point de vue hydrogéologique, sans entrer dans le détail des PACES, les secteurs d'escarres moraines, c'est des points clés du territoire. C'est les principales zones de recharge, c'est des dômes et puis des crêtes au niveau de la piézométrie régionale. Et puis, c'est les endroits qui sont jugés les plus vulnérables en ce qui a trait à l'eau souterraine. C'est aussi ça constitue des aquifères qui sont importants pour la région. Il y a beaucoup de puits municipaux qui s'alimentent directement à partir de ces dépôts-là ou des dépôts qui sont périphériques aux escarres. Mais en contrepartie, c'est aussi un environnement où c'est inévitable qu'il y ait de l'exploitation des ressources naturelles. L'Abitibi, c'est une région qui vit des ressources naturelles. Et puis, il y a certaines ressources comme le sable et gravier qui, c'est inévitable, ça doit passer par une exploitation au niveau des escarres et moraines. Donc, si on se passe du côté gauche, ben, on peut observer disons le même escarre, mais sous une perspective d'exploitation des ressources naturelles. Donc, pour faire simple, on peut diviser ce qu'on va appeler une partie émergente des escarres, qui est l'endroit où il va y avoir l'ensemble des activités d'extraction de sable et gravier, mais aussi toutes les autres activités anthropiques qui se déroulent en surface. Et puis, une partie sous-jacente de l'escarre, où est-ce que potentiellement les dépôts granulaires peuvent héberger la ressource aquifère. Quand on regarde
ce diagramme-là, ben, pour ce qui est de l'extraction de sable et gravier, on observe qu'il y a comme une dualité entre ce qui peut être extrait à la surface tout en préservant la ressource aquifère qui est sous-jacente. Une fois qu'on a cette mise en contexte-là, la première étape du projet, ça a été de mettre en carte les sites d'extraction au niveau du territoire. Ce qu'il y avait de disponible pour démarrer la cartographie, ben, c'était 5 sources de données principales qui sont rapportées ici, mais qui avaient toutes des âges et puis des niveaux de précision ou des formats qui étaient différents. Ça a tout de même permis d'identifier plus de 4800 entités au niveau du territoire visé par l'étude. Par contre, quand on met cette information-là en carte, on se rend rapidement compte que le simple fait de recenser et puis de mettre en carte de l'information préexistante, c'est pas suffisant. À titre d'exemple, mais ici, vous avez des données pour les différentes sources de données qui sont cartographiées pour un secteur à l'échelle très locale. Puis on se rend compte que souvent, les bases de données préexistantes, bien, évidemment, sont redondantes, mais parfois sont même redondantes au sein même d'une base de données. Comme par exemple, ici, vous avez 2 points jaunes qui correspondent au même polygone de sites d'extraction de sable et gravier. Sont souvent imprécises. Et ici, vous avez un point qui tombe clairement pas dans un secteur d'exploitation. Les données sont hétérogènes. Je m'excuse, il semble avoir un petit problème avec la légende ici, mais de façon simplifiée, il y a certaines sources de données qui vont être sous forme de polygones, ce qui est plus utile pour nous, versus certaines autres qui sont sous forme de points. Et puis, les données sont parfois fragmentaires, ce qui peut être soit dû à un problème d'interprétation ou juste à l'âge des données, parce que les sites, évidemment, peuvent fluctuer dans le temps en termes d'envergure. Donc, ce qui a été fait dans le cadre du projet, c'est de repasser l'ensemble des photographies aériennes qui sont disponibles au niveau du territoire à l'étude, et puis de renumériser tous les polygones de sablières gravières au niveau de la région. Ce que ça a permis, c'est de faire une base de données qui est exhaustive, qui est homogène en termes de format, qui est précise et puis qui est exempte de doublons, et donc de produire un portrait régional qui était plus précis que ce qui était disponible auparavant. Quand on regarde ce que ça donne à l'échelle régionale, c'est que le cumul des impacts, ça fait environ 23 km² pour 704 sites d'extraction dans la région. Et puis, ça couvre près de 2% des escarres marines du territoire, ce qui est, à mon avis, substantiel en termes d'empreinte physique d'activité anthropique. Et puis, on se rend aussi compte que la distribution spatiale, autant des escarres marines que des sites d'extraction, est hétérogène au niveau du territoire. Et puis, il y a des secteurs, comme si vous prenez l'Abitibi-Ouest, où est-ce que c'est presque 7% de la surface des escarres qui a été impactée par l'extraction de sable et gravier. Ça, c'est seulement une des activités d'exploitation de ressources naturelles au niveau de la région. Donc, c'est des chiffres qui, à mon avis, sont significatifs. On peut aussi regarder la situation à l'échelle plus locale. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est le secteur de la municipalité de Baudry, où vous avez un polygone qui définit le pourtour d'un segment d'escarre. Et puis, où est-ce que j'ai rapporté les sites de sablières gravières qui peuvent être cartographiés au niveau du tronçon d'escarre, mais aussi un autre impact anthropique, ou si vous voulez, une autre empreinte d'activité anthropique qui est assez significative au niveau de la région, qui est les coupes forestières. Et puis, dans les deux cas, ça couvre à peu près des proportions similaires de l'escarre, mais tout ça pour illustrer que dans le secteur de la municipalité de Baudry, c'est environ 56% de la surface de l'escarre qui est affectée par des activités anthropiques. Ça, c'est malgré le fait qu'au niveau de ce secteur d'escarre-là, il y a la présence d'une résurgence d'eau souterraine, donc potentiellement des écosystèmes qui sont dépendants de l'eau souterraine, mais aussi et surtout un captage municipal, donc un captage d'eau souterraine qui sert à desservir la population en eau potable. Donc, si on fait un retour sur la diapositive précédente et puis ce que vous voyez ici, les efforts de cartographie, ce que ça nous a indiqué, c'est que il y avait peut-être lieu de se questionner sur la façon d'exploiter les ressources naturelles si on veut protéger les escarres marines qui constituent, comme je vous disais plus tôt dans la présentation, des zones clés pour l'hydrogéologie régionale. L'idéal, souvent, quand on étudie des activités anthropiques, c'est de procéder à des études au cas par cas. Par contre, considérant l'ampleur des sites, l'ampleur du territoire, c'est 40 000 km², plusieurs centaines de sites,
avec les moyens dont on dispose en ce moment, c'était impensable de procéder par des études au cas par cas, puis il a fallu se rabattre sur une approche qui était applicable à l'échelle régionale. Dans ce contexte-là, une des retombées de l'étude, ça a été de produire des indices régionaux qui nous permettent d'évaluer la précarité des ressources aquifères qui est stockée au sein des escarres moraines, mais sur l'ensemble de la région. Le premier indice qui a été développé, c'est un indice qui prend en compte le potentiel aquifère. On l'appelle l'indice de précarité des ressources aquifères. C'est un indice qui, finalement, va nous permettre d'évaluer le risque engendré par les activités anthropiques envers l'eau souterraine en termes de quantité et qualité au niveau des escarres moraines. Cet indice-là prend en compte le potentiel aquifère, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait un volume d'eau significatif qui soit emmagasiné au sein d'une portion d'escarre ou de moraine, et puis la hauteur de la zone non saturée qui, disons de façon simplifiée, pourrait agir comme une couche de protection qui sépare la surface de la ressource aquifère. Ce qu'on fait, c'est que pour chaque cellule de 100 mètres par 100 mètres d'escarre moraine du territoire, on applique un calcul qui prend en compte ces deux éléments-là, puis on génère une carte d'indice de précarité. Pour faire simple, si vous avez un fort potentiel qui a une ressource hydrique en quantité significative et puis une faible couche de protection, vous allez avoir un indice de précarité qui est élevé. Si vous avez un faible potentiel qui a présence d'eau et puis une couche de matériel non saturé qui est importante, vous allez avoir un indice de précarité qui est plus faible. Donc, ça donne une première carte de la région qui nous permet de voir disons, la précarité de la ressource sur une échelle qui est de l'ordre de 40 000 km². Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et regarder la pression qui est engendrée sur les ressources aquifères par l'extraction, l'activité même d'extraction de sable et gravier. Ce qu'on a fait pour produire cette deuxième carte-là, en fait, c'est pour chaque cellule de 100 mètres par 100 mètres des escarres moraines, bien, on vient prendre en compte l'indice de précarité qui avait été préalablement défini. Et puis, on ajoute une composante qui prend en compte la densité des sites d'extraction dans un rayon de 500 mètres qui est périphérique à chacune des cellules. Pour faire simple, si on avait calculé un indice de précarité élevé, et puis on calcule une densité élevée de sites d'excavation en périphérie d'une cellule, on va calculer un indice de pression qui est élevé. Tandis que si on avait calculé un indice de précarité faible, et puis on calcule une densité faible de sites d'exploitation, on va calculer un indice de pression qui est faible. Ça nous permet de générer une deuxième carte qui montre la pression finalement qui est effectuée par l'activité d'extraction de sable et gravier sur les ressources aquifères dans les escarres moraines. On peut aller un petit peu plus loin aussi puis voir est-ce qu'il y a des points, ici on les appelle les points chauds, finalement c'est des endroits où est-ce qu'on engendre une pression qui est forte sur la ressource par l'exploitation des ressources naturelles qui correspond à un endroit où la ressource est exploitée pour des fins d'utilisation humaine. Donc, pour y arriver, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte l'indice de pression qui a été préalablement discuté, et puis, en périphérie de chacune des cellules du modèle, on vient calculer la densité des captages d'eau souterraine qui sont présents. Un autre élément qui peut être mis en carte, et puis on produit une carte qu'on appelle la carte des points chauds, c'est-à-dire des endroits où est-ce que non seulement il y avait un indice de précarité élevé, mais il y a une pression qui est élevée parce qu'il y a une forte densité de sites d'extraction, mais tout ça correspond aussi à des secteurs où l'eau est exploitée pour des fins de consommation humaine. Donc, ça donne des endroits qui seraient pertinents d'aller faire de l'acquisition de données pour voir s'il y a des impacts, des incidences sur la ressource en eau souterraine. En termes de perspective, l'objectif de la définition de ces indices-là, c'était pas de produire simplement des indices qui demeurent théoriques. C'était surtout de s'assurer que ces indices-là puissent être utilisés dans le cadre de la gestion du territoire. L'idéal, ce serait que dans le futur, l'extraction de sable et gravier en Abitibi, ça se fasse pour éviter des zones qui sont jugées précaires, pour éviter d'engendrer des indices de pression trop élevés, surtout pour éviter de créer des points chauds ou une densité d'exploitation dans des secteurs où l'eau souterraine est fortement utilisée. Pour y arriver, pour l'instant, il y a deux principales pistes qui sont retenues. D'abord, c'est le transfert des connaissances auprès des entités responsables de la gestion du territoire. Je pense que ça va être un élément clé si on ne veut pas que l'étude reste sur une tablette. Ça va être que les gens qui gèrent le territoire soient capables de s'approprier les données et de bien les comprendre.
Et puis, en parallèle à ça, ben, c'est le développement d'un projet qui vise la création d'un outil en support à la gestion du territoire. Donc, ça serait d'accompagner les gens responsables de la gestion du territoire dans la définition d'un outil qui va les aider à mieux protéger l'eau souterraine. Donc, pour conclure très rapidement, mais j'ai intégré tout ça dans une perspective plus large. Et puis, je reprends une diapositive que Vincent Cloutier a présentée plus tôt aujourd'hui, qui est adaptée spécifiquement à l'Abitibi. Donc, avant 2007, il y avait des lacunes au niveau des connaissances hydrogéologiques du territoire. Puis, je pense qu'à ce moment-là, c'était difficile de considérer les ressources aquifères dans le cadre de l'aménagement du territoire, tout simplement parce que les données étaient inexistantes. De 2009 à aujourd'hui, il y a eu une mobilisation importante. Il y a eu les 2 PACES qui ont été faits en Abitibi, puis il y a des projets parallèles, des initiatives parallèles qui nous permettent d'avoir une cartographie régionale puis de commencer à développer des indices régionaux qui pourraient être utilisés pour gérer le territoire. Et puis, ben, pour la suite, je pense que cette partie-là s'appliquerait à n'importe quelle étude hydrogéologique régionale. C'est vraiment la seule façon, je pense, que les données vont pouvoir devenir utilisables par les gens puis qu'il va y avoir vraiment une retombée pour les régions, c'est de s'assurer qu'il y a un bon transfert des connaissances et puis qu'il y a des projets qui sont supportés pour être capables de transférer adéquatement les données aux gens qui gèrent le territoire. Donc, je voudrais terminer rapidement en remerciant là, ce que j'ai présenté aujourd'hui, évidemment, c'est le travail de plusieurs co-auteurs. Donc, je me suis fait le porte-parole de ces gens-là aujourd'hui. Et puis surtout les partenaires sans qui ces travaux-là seraient impossibles. Merci.